déjà, merci de nous permettre de présenter ce qu'on a pu faire en fait depuis quelques années maintenant, hein, 2 ans et voire un petit peu plus. Alors, initialement, ce projet démarré pour la Cancero a effectivement été également utilisé par la PHP sur des thématiques plus Covid. Il en résulte qu'on peut transposer d'un état à un autre nos travaux. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, je vais essayer de vous montrer comment on a pu, on va dire, envisager une plateforme de système d'information géographique pour la PHP et comment on espère pouvoir capitaliser dessus pour la cancérologie. Alors, je vais rapidement passer le plan. On va parler du contexte médical et hospitalier qui est quand même particulier, des travaux de géolocalisation qui ont été faits, l'intégration des jeux de données ouverts et comment on l'envisage, ce qui a été déjà fait et ce qu'on envisage de continuer à faire, les exemples de projets en cours, et on va voir qu'on a réussi à aller jusqu'à l'intégration d'un modèle de prédiction dans le cadre d'un certain projet. Il y a certains projets qui sont encore en cours, et enfin divers éléments pour conclure. Donc de John Snow, qui a été vraiment le père de l'épidémiologie à l'université Johns Hopkins, qui a mis en place la pandémie, le site de consultation de la Covid-19, vraiment qui a été le site de référence. On a vraiment eu un écart, une très grosse évolution. Donc aujourd'hui, on ne concevrait plus en fait un suivi épidémiologique sans avoir des restitutions de ce type. Donc nous, ce qu'on a finalement, c'est un contexte hospitalier où on dispose d'énormément de données, puisqu'on est un groupe de six groupes hospitaliers universitaires regroupant 39 hôpitaux, voilà, avec plus de 14 millions de patients et un budget très conséquent qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir un entrepôt de données de santé centralisé autour d'un dossier patient qui s'appelle Orbis. Voilà. Donc le patient arrive à l'hôpital et va pouvoir avoir toutes ces données au sein d'un même finalement outil informatique. Et si on veut s'intéresser vraiment à la partie géodata, finalement, c'est assez pauvre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas jusqu'à présent de données géolocalisées exploitables. Je dirais même que, et ça on pourra y venir dans la discussion, il y a des adresses et il n'y a pas de suivi de modification d'adresse du patient, par exemple. Donc aujourd'hui, on a 14 millions d'adresses patients à géolocaliser. On avait 14 millions d'adresses patients à géolocaliser et le travail a été, dans un premier temps, de constituer une vraie base de données de géodata sur laquelle s'appuyer et avec de la qualité, bien sûr, pour pouvoir mener les études en cancéro. Si nos objectifs sont synthétisés par cette slide, ce serait pour dire qu'en épidémiologie et en santé publique, on a vraiment envie de fournir des outils de suivi et de consultation finalement des données patients sur le long terme. On voudrait automatiser la possibilité pour les médecins d'avoir accès à ces tableaux de bord épidémiologiques, tout en conservant un aspect sécurité très fort, avec une traçabilité de qui consulte la donnée, à quel moment et comment. Donc finalement, on va dire que la cellule informatique médicale, elle a pour objectif d'innover et d'assurer par rapport aux géodata un support de recherche, voire de suivi, d'intégration des flux et d'autres également outils de pilotage. Sur la partie data science et intelligence, notre objectif, c'est pas que de travailler uniquement avec les données de l'hôpital, mais également de combiner différentes sources de données sur les aspects socio-économiques, environnementaux, et finalement d'arriver à construire des modèles prévisionnels, que ce soit pour faire du clustering ou des prévisions de flux de patients, qui pourront amener à adapter la politique de l'hôpital en termes, par exemple, d'effectifs, de surfréquentation, de choses comme ça. Donc, on va essayer au final d'ajouter une dimension GEOIA, intelligence artificielle, mais pour la géographie, aux données qu'on a déjà, les données patients. Alors, on a mis en place ce système d'information géographique, ce SIG, en santé publique. Ça n'a pas été tout de suite, là je synthétise, ça n'a pas été tout de suite, on n'a pas été tout de suite au dernier outil qu'on a utilisé, donc on a fait quand même plusieurs preuves de concept. On a eu une première preuve de concept qui était essentiellement sur les données Covid. Alors, le travail préalable était sur les données cancéro, après on est passé sur les données Covid, et enfin,
Là, on est vraiment en train de transposer aux données cancer. Si je résume un petit peu la chaîne de traitement pour les géodata, c'est on va acquérir vraiment l'information géodata, on va faire finalement nettoyer et mettre en forme toutes ces informations, on va réussir à faire une analyse ou en tout cas des tableaux de synthèse pour que ça puisse être analysé par des data scientists, des épidémiologistes, et ils vont pouvoir s'appuyer finalement sur des représentations qui seront auto-alimentées, ils vont pouvoir représenter la data qu'ils auront stats, on va dire, ou épidémiologiques qu'ils auront eux-mêmes générés. Donc, les travaux initiaux, finalement, ça a été de générer beaucoup de données géolocalisées. Donc, on parle aujourd'hui essentiellement des patients, mais on aurait pu aussi y mettre les hôpitaux, les centres de référence. Donc, ça, on va voir que je l'ai quand même fait avec les partenaires, c'est-à-dire d'intégrer des jeux de données ouverts sur les hôpitaux. On va faire attention à bien dépersonnaliser l'information, à anonymiser les rendus. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On a fait un travail sur la sécurisation, mais ça a été facilité par, on va dire, l'aspect de l'outil qui était très développé au niveau de la sécurité. Et on va offrir différents niveaux de rendu suivant l'interlocuteur. Donc, on peut partir de la région, mais on peut descendre jusqu'à l'iris. C'est ce que mentionnait ce matin un intervenant, c'est qu'il y a différentes granularités et que tout le monde n'est pas intéressé par le même niveau de restitution. Aujourd'hui, on a, avec la petite expérience qu'on a, donc du coup, on considère que les données agrégées sont des données anonymes, mais uniquement si elles respectent certaines conditions. Notamment, on peut considérer que sur l'iris, si on a un effectif supérieur à 10, a priori, sur l'Île-de-France, il est difficile d'identifier la personne. Mais c'est encore sujet à discussion. Donc la géolocalisation a été réalisée pour tous les patients de l'entrepôt de données de santé. Et on s'est rapidement aperçu que quand on géolocalisait un patient, en fait, il y avait différentes qualités d'adresse et ça résultait sur différentes qualités en termes après de restitution, voire des biais de restitution parce que le patient n'appartenait pas forcément, alors là, ce sont des iris qui sont représentés, n'appartenait pas forcément à la bonne iris. Donc, le simple fait de géolocaliser un patient avec un numéro de rue qui possède ou ne possède pas un numéro de rue, avec un nom de rue, pardon, avec une adresse, pardon, qui possède ou ne possède pas de numéro de rue, à ce moment-là, on peut vraiment appartenir à des zones géographiques totalement différentes, notamment quand on est dans un niveau de granularité aussi fin que l'iris. Une iris, là, elle traverse 17, une rue, pardon, traverse 17 iris, et donc du coup, ce serait restituer une fausse information que de se contenter de géolocaliser l'adresse et de ne pas faire un contrôle qualité sur l'adresse. C'est ce qui a été fait par Rémi Rouget, qui était le pilote de ce travail-là, d'accord. Et nous avons pu constater que quand on prenait les adresses, finalement, si on appliquait différentes règles, très simplement, on pouvait éventuellement, pas exclure, mais en tout cas annoter la qualité de l'adresse et regarder si l'adresse était déjà en Île-de-France, parce qu'on est effectivement sur un groupement hospitalier essentiellement sur l'Île-de-France, donc on a pu noter et en Île-de-France ou ne l'est pas, dans la même ville, possède ou ne possède pas un numéro d'adresse, s'il y a un score de géocodage qui est qualitatif ou pas. Et ça nous amène à finalement 71% d'adresses très fidèlement géocodées, c'est-à-dire vraiment au bâtiment même, et avec la possibilité donc d'interpréter les données à l'iris. Ce travail-là, en fait, il n'était pas que pour le géocancer, évidemment, puisqu'il a été motivé par le fait de dire on va vous fournir des informations géolocalisées pour tous les projets CSE qui en auront fait la demande et qui seront passés par les aspects technico-réglementaires, mais on va vous fournir la bonne adresse. Et si on ne peut pas vous la fournir, on va vous fournir les informations que vous pouvez exploiter à tel niveau géographique et on va vous dire si vous ne pouvez pas les exploiter à un autre niveau géographique. Donc ce travail-là est en mise en production. Autrement dit, c'est un travail qui va permettre de géolocaliser, excusez-moi, parce que c'est vrai que c'était livré au premier trimestre, mais qui permet de géolocaliser en production de manière automatique les patients qui rentrent nouvellement à la dernière adresse connue pour l'entrepôt de données de santé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est mis à disposition aujourd'hui des médecins. Donc, ils peuvent avoir accès, en plus de leur demande d'information clinique, à l'information quel est l'iris de mon patient. Et comme ça, ils peuvent mener leurs études portant sur des géodata. Concernant le volet du coup géocancer, si je reviens un petit peu aux choix technologiques qui
puisqu'on avait une certaine forme de sensibilité sur le data management et sur la gestion de gros volumes de données, on s'est tout de suite rendu compte et on s'est tout de suite dans la perspective de pouvoir gérer des gros volumes de données et notamment, on le mentionnait tout à l'heure, finalement le futur qui est, on va avoir pas mal de sensors, on va avoir pas mal d'éléments qui vont renvoyer de la donnée vers nous, qui vont pas la renvoyer de manière anodine, mais avec des grands volumes de données. On veut pouvoir être capable de les gérer de manière automatisée, on veut pouvoir être capable de faire du temps réel et de faire des traitements de grande volumétrie. Donc on a fait le benchmark, vraiment l'état de l'art, pour voir quel était finalement l'outil qu'on voulait avoir pour pouvoir représenter tout ça. Et on a remarqué que vraiment, si on voulait si on voulait tendre vers une qualité de traitement qui soit rapide, fiable, compatible avec du rendu, on va dire épidémiologique et médical, il fallait s'orienter vers des bases de données GPU. Alors les GPU, tout à l'heure, NVIDIA vous les a présentés, ce sont finalement des cartes graphiques qui vont posséder dans leur structure certains éléments qui permettent de faire du calcul plus rapidement et surtout de traiter des volumétries très importantes. C'est quelque chose qui, pour les systèmes d'information géographique, peut être un élément critique. D'accord. On sait très bien que voilà, quand on va sur certains sites internet, ça bloque. Finalement, quand on veut rendre des centaines de milliers de points avec beaucoup de formes géographiques, c'est pareil, ça peut bloquer. Et ça, c'est pas possible pour le rendu qu'on voulait faire. Donc, on s'est orienté vers cet outil Kinetica et on peut les remercier parce qu'ils ont aidé à ce que sur pas mal de projets puissent aboutir, notamment à résolution technique. Il y a eu donc une certaine satisfaction quand on a vu que dans cet outil-là, il y avait Rapids, qui a été présenté tout à l'heure par NVIDIA. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait s'appuyer sur les bibliothèques Rapids pour faire ce qu'on voulait faire, d'entraînement de modèles et des choses en termes de restitution assez rapides et dynamiques. Alors, si je reviens sur ce qu'on a mis en place à la PHP, finalement, le workflow, enfin le flux de données qu'on a en place aujourd'hui, c'est un entrepôt de données qui va servir de référence, qui va, lui, contenir toutes les données patients, sur lequel on va aller chercher finalement l'information qu'on veut pour le patient, on va géocoder et on va aller mettre ça dans une base de données GPU. Alors, ça, c'était le schéma initial, hein, je ne vais pas montrer le dernier schéma à jour, mais l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur Kinetica pour pouvoir faire aux utilisateurs finaux des restitutions de tableaux de bord à différents niveaux géographiques, tout en puissant intégrer les scripts d'IA et éventuellement reproduire encore une fois de la donnée pour toujours remettre à disposition. Donc, on fait un certain traitement de l'information et une certaine production de tableaux de bord pour conserver une granularité de restitution et être à même de filtrer finalement ce qu'on va pouvoir donner à la personne et avoir une séparation de données entre l'entrepôt de données clinique et la base de données de géocodage. Les deux ne sont pas associés en fait. Moi, je n'ai eu à aucun moment les identifiants patients. Il faut bien le comprendre. Donc, si on se projette vers une intégration de jeux open data, en plus de ce qu'on fait déjà, effectivement, dans Kinetica, il est assez facile de séparer les univers. Donc, j'ai un univers qui est finalement ma donnée patient et qui donc s'appuie sur Orbis. Alors, on pourrait mettre le PMSI dedans, mais surtout sur la base géocodée. D'accord. Ça, c'est vraiment mes éléments de base. Ensuite, si j'ai des jeux de données stables, c'est-à-dire que j'ai qualifié, qui sont sûrs, que j'ai de manière analysée, que je vois être suivis dans le temps et dans la qualité, je peux éventuellement considérer que ce sont des flux finalement stables et les intégrer de manière régulière. On va dire que je fais juste une veille et je les intègre dans l'outil Kinetica. Et donc, je peux combiner les deux. Après, s'il y a des jeux à qualifier, je peux quand même les intégrer dans l'outil et voir si je peux les interpoler, donc faire les tests de rendu. Nous, on pense notamment au Green Health Data Hub, Epidemic vous en a parlé ce matin, on va vraiment suivre de près pour voir s'ils ont des jeux à nous proposer. Donc, en fait, tous les acteurs des différents projets vont nous proposer des jeux de données en open data et nous, on s'est mis dans une position où on peut les accepter, on peut les qualifier et derrière les utiliser pour enrichir la donnée. Alors, évidemment, ça nécessite de bien connaître les métadonnées, ça nécessite de bien gérer les versions et l'archivage. Donc ça, c'est vraiment un point important parce que les jeux de données, comme celui de l'INSEE, par exemple, pour les iris, ils évoluent dans le temps. Et il faut pouvoir être sûr, comme pour d'autres
on va dire, outils, d'être sûr d'être sur la dernière version éventuellement des données, et le chercheur, lui, il va vouloir évidemment être sur la version la plus récente. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'est une consolidation progressive du data lake au cours des 2 ans. Alors, je vais prendre un exemple avant de parler de nos projets propres. Il y a 2 ans, au Geodata Days de 2018, j'avais pu observer le workflow Atlas Santé que j'avais un peu oublié, pour dire la vérité. Mais je savais qu'effectivement, comme d'autres sites, il y a de nombreux sites qui font ça maintenant en données de santé, ils mettent à disposition des cartes assez dynamiques. Voilà, Atlas Santé, c'est quelque chose de très solide, et ça permet à tout à chacun d'aller explorer les données et les rendre. Euh, Nous, évidemment, on ne peut pas faire ça, hein, c'est que pour les médecins, et c'est que après des accréditations bien définies. Mais si on regarde un petit peu leur workflow, c'est pareil. Ils ont intégré les données de l'IGN, de l'INSEE, du PMSI, ils ont des référentiels géographiques. Donc, on était un peu sur les mêmes bases, et je trouvais ça assez drôle finalement de faire la comparaison par rapport à ce qu'on avait fait avant. Alors, eux, ils sont sur Esri, nous, on est plutôt sur un autre outil. Alors, les projets qu'on a finalement en cours actuellement, on a eu le projet GeoCov très tôt dans le cadre de la pandémie Covid, donc projet mené par Anne-Sophie Jeannot et les autres membres de l'équipe, dans lequel on a fait 3 étapes finalement. Une première étape de géolocalisation et d'agrégation de la donnée, d'accord. Une comparaison des zones, donc là on est à l'IRIS par rapport au taux d'hospitalisation, et ça c'était que le départ, et finalement on a également ajouté les données de facteurs de défavorisation sociale, qu'on appelle le FTEP, pour identifier éventuellement des facteurs de risque aggravants. Et ça, je vous laisse lire l'étude, mais c'est une étude qui a été publiée dans le BMJ. Et donc, du coup, c'était vraiment insatisfaisant de voir que finalement, les facteurs sociaux, donc là, on est sur de la géodata enrichie avec de l'open data, c'est bien l'open data qui apporte la plus-value à la donnée patient hospitalière, et on a pu voir donc, du coup qu'effectivement, il y avait les revenus, la zone d'habitation, etc., etc., le caractère sexuel, donc c'était les femmes habitant dans des quartiers relativement pauvres qui étaient plus cibles. Donc on a pu vraiment potentialiser finalement l'information patient à travers l'utilisation de jeux de données open data. Un des projets phares qui a été vraiment, je dirais, utile à l'avancée technologique et des connaissances qu'on avait également pour pouvoir avancer par rapport à tous ces indicateurs qu'on créait, c'est le projet ASAMU, donc qui était un projet sur les DRM, donc les dossiers de régulation médicale, de tous les appels SAMU pour Covid au sein de chaque entité des 8 départements d'Île-de-France. Donc pour eux, on a fait des restitutions, une intégration des restitutions de données nombreuses et variées. Et on a été assez loin. C'est quelque chose qui nous a permis finalement de nous habituer à l'utilisation de l'outil et de pouvoir acquérir une certaine forme d'aisance pour vraiment continuer à travailler sur les données géoconcernes. Donc, il y a des représentations cartographiées ponctuelles avec énormément de graphiques, des cartographies qui sont des cartographies de synthèse de type choroplète, des éléments de suivi de taux d'indice d'incidence. Enfin, il y a énormément de choses, et c'est vraiment, bon, je dirais qu'il y a une dizaine de tableaux de bord qui ont été restitués, qui tournent de manière permanente et qui donc permettent à tout à chacun dans ce projet, une cinquantaine d'intervenants, de consulter la donnée, de pouvoir explorer par eux-mêmes la donnée et d'émettre des hypothèses, de revenir vers nous éventuellement avec des modèles, et c'est ce qu'on va voir. Voilà. Donc, un ensemble finalement d'indicateurs géographiques et temporels, parce que c'est une base de données qui est à la fois spatiale et temporelle. Donc, là, je ne le montre pas, évidemment, une démo live sera encore mieux, mais on peut tout à fait choisir des échelles de temps et faire jouer des scénarios. Alors, justement, le point où on est arrivé, c'est qu'on a réussi à intégrer des modèles prédictifs. Donc, l'ARS Île-de-France était revenu vers nous avec un certain modèle prédictif en disant, bah voilà, nous, on est capable de faire ça dans notre espace data science, qui est en général un Jupyter, hein, pour être plus technique. Donc, j'arrive à faire ce code-là. Est-ce que tu peux l'intégrer pour le mettre en production? Donc, il faut voir que les data scientists sont souvent sur des univers où on leur demande finalement de produire le graphe qui va être mis à disposition, ou parfois rarement sur des tableaux de bord. Là, on nous fournit le script de machine learning d'IA, on l'intègre, on le vérifie, on le qualifie pour être compatible avec justement Rapids d'NVIDIA, on le valide, on le met en production chez nous, ça va jouer,
donc le scénario, enfin le script, et on va avoir deux choses, un tableau d'audit qui va nous dire oui, le script a bien tourné, il s'est bien passé, et deuxièmement, un tableau de résultats qui nous permet lui-même de retranscrire finalement cette interprétation que eux-mêmes ils avaient sous une autre forme, plus dynamique et plus consultable par tout le monde. Alors, on a également évolué, et ça, c'est les outils qui vont arriver très prochainement. On parle de premier semestre, voilà, milieu de premier semestre, ça, c'est vraiment notre objectif. Donc, on a le clustering de zones de Kuldorf. Finalement, on veut faire du clustering, mais l'idée, c'est d'identifier des zones de surincidence. Donc, on choisit une échelle, hein, on peut partir de différentes zones, soit la commune, soit l'IRIS. Donc, c'est quelque chose qui est très répandu, voilà, qui a été piloté par le CESON. Et l'idée, c'est vraiment de scanner en utilisant en fait des ellipses et de voir quels sont les éléments qui répondent à des critères de vraisemblance pour pouvoir définir des zones de surincidence. Et c'est avec ces outils-là, finalement, qu'on va pouvoir déterminer quelles sont les communes dans lesquelles il y a une surincidence, et on va faire tourner ça tous les jours, et ça va servir, je crois qu'il y a une personne qui posait tout à l'heure la question, comment l'utiliser au quotidien. Là, c'est vraiment quelque chose, un outil qui s'utilise au quotidien, et qu'on va mettre en production dans l'outil, et qui va permettre en fait finalement de faire des alertes, de générer des alertes pour dire attention, là il y a une zone de surincidence, c'est pas normal. Nous, on avait fait de l'autre côté vraiment stricto sensu à PHP le clustering ponctuel, donc plutôt sur un algorithme de proximité, DBScan, HDBScan, et on a montré qu'on était dans la faisabilité. Donc là, on va pareil réactualiser ça pour pouvoir déterminer s'il y a des clusterings de points. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en routine assez rapidement, donc qui est prêt, mais qui n'est pas appliqué sur les jeux de données, parce que oui, effectivement, je ne vous en ai pas parlé, mais on prévoit d'accéder à toutes les données des patients cancéraux pour la PHP courant Q2, on m'a dit, donc deuxième trimestre. Le projet GeoCancer en lui-même, aujourd'hui, on a quelques preuves de concept, bien sûr, qu'on a mis en place dans l'outil lui-même, donc dans l'environnement définitif. On avait déjà fait des preuves de concept dans un autre environnement. On peut, bien sûr, cartographier tous les patients. Là, je vous ai mis les centres hospitaliers. On peut avoir le nombre, enfin, une catégorie d'âge, le nombre de séjours, voir quel type de cancer, filtrer, être dynamique. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait. Bastien et moi-même, il y avait une hypothèse qu'éventuellement, il y avait une influence par rapport au Covid. Bon, il se trouve qu'on a essayé de faire la démo. Là, je vous mets les résultats bruts, non statistiques, on va dire juste vraiment bruts. On a pu donc faire des cartographies à l'iris, compter le nombre alors c'est pour le total, hein, il n'y a pas de différence de cancer sur cette dia-là. D'accord, compter le nombre total de patients ayant un cancer par zone iris. Et si finalement on zoome sur une zone, on peut avoir le total par année. Si on veut, on peut comparer année par année. Enfin, on va vraiment aller vers une exploitation des géodata qu'on va combiner, parce que là, ci-dessous, vous avez également les données à l'iris, qui sont les données socio-économiques. Donc, tous ces modèles-là, finalement, qu'on a présentés avant, vont être appliqués sur les données de cancéro. Alors, pour cela, on attend d'avoir l'accès à la totalité des données de cancéro. Et éventuellement, on va pouvoir les combiner, voir ce qu'on va pouvoir faire avec d'autres données en open data, notamment on a un projet qui s'appelle GeoImpact, où on a intégré les données de AirParif en continu, et on espère pouvoir voir si les pics de pollution majeurs, donc ceux qui vraiment sont dans l'indice Atmo, un des indices que produit AirParif, le dernier indice que produit AirParif, sont de qualité très mauvaise, très mauvaise, de manière, on va dire, impactantes sur la qualité de l'air, vraiment qualité négative, sont par exemple à l'origine de surfréquentation dans les services hospitaliers. Voilà, on va faire pas mal d'études comme ça, en relation notamment avec le cancer du poumon. Ça, c'est vraiment ce qui est prévu. Ça, c'est des données qui sont déjà intégrées. Donc là, c'est pour vous montrer la potentialité de l'outil, c'est qu'on a intégré les jeux de données en open data. Un autre projet qui va être démarré aussi dans le cadre un petit peu cancéro, c'est le projet Géopharma qu'on voudrait généraliser à l'ensemble de l'AP. Là, on observe un petit peu le suivi finalement des traitements de chimio, mais c'est plutôt dans l'aspect pharmaco. Est-ce que les patients sont en capacité de suivre jusqu'au bout le traitement ou pas? Donc du coup, on a remarqué qu'en fait, 5% des patients qui n'étaient plus inclus dans le parcours, finalement, ils avaient une adresse de domicile qui était hors Île-de-France. Donc, ça peut après piloter des politiques de fourniture, par exemple, de soins
plus de proximité. Ça, je laisserai éventuellement quelqu'un le présenter une prochaine fois. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Epidemium. L'idée, c'est également de s'appuyer en fait finalement sur ce plan national santé-environnement pour continuer à développer nos partenariats. Aujourd'hui, Epidemium nous a introduit ou présenté à Green Data Health, qui est, on va dire, le partenaire qui pilote l'installation du Green Data Hub. Et l'idée, c'est que ces partenaires vont finalement nous apporter de nouveaux jeux de données pour enrichir la donnée médicale. Et il y a de grandes chances que les jeux de données qui soient dans le Green Data Hub soient consolidés. On va travailler un peu main dans la main avec eux pour être sûr que ce sont des données qui pourront être exploitées après dans le cadre d'études de santé. Alors, on a également eu différentes interventions, y compris NVIDIA, mais je n'ai pas cité, mais on nous les remercions pour leur fenêtre d'expression. Là, on a été invité au Geodata Days 2021, au cours desquels on a pu donc avoir différentes interactions avec les partenaires, présenter nos travaux et voir finalement que dans cette communauté Geodata, la santé est évidemment quelque chose d'important, l'épidémiologie est quelque chose d'important, mais sous-représenté, en tout cas pour tout ce qui est géomatique. C'est pas quelque chose qui naturellement vient dans les discussions. Et on était vraiment reçus avec intérêt. Je pense qu'il y a beaucoup de partenaires qui pourront être sollicités par la suite, notamment le CNES qui nous a parlé de. Alors j'entendais parler de données spatiales, nous a parlé d'intégrer une certaine forme de données qu'ils ont à disponibilité. Donc on est très à l'écoute par rapport à ça. Alors, si je reviens un petit peu sur la planification pour conclure, finalement, on a eu une phase 1 qui était validation méthodologique, méthodologie de géolocalisation, de géocodage, pardon, avec la constitution finalement du data lake, ou la consolidation du data lake pour le système d'information géographique. On a eu une phase 2 qui était l'intégration de données. Voilà, on a intégré beaucoup de données, on a vraiment consolidé. Et la phase 3 qui a été celle de construction de rendu, que ce soit pour le pilotage ou pour les aspects épidémiologiques. Donc, nous, ce qu'on retient, c'est que qualité des données, enrichissement des données et la définition d'une échelle de référence commune à minima, même si on voit qu'on pourrait descendre en dessous avec des rasters, comme l'a présenté très bien ce matin une intervenante, on va rester à l'IRIS, d'accord. On a un accès finalement au géocodage qui est prévu pour très bientôt. Donc, on espère voilà, avoir beaucoup plus de résultats à présenter sur la partie géocancer. Mais on sait faire, et je ne vais pas parler de la temporalité, c'est-à-dire que ça va très vite. À partir du moment où les données sont dans l'outil et à partir du moment où le savoir-faire est acquis, on va très vite vers des tableaux de rendu, d'accord, qui sont consultables finalement par différents partenaires avec différents droits, on l'a dit tout à l'heure. Et on va pouvoir également avoir un aspect que nous, on a vu qui était critique, c'est un contrôle qualité finalement des données, mais aussi un contrôle de la possibilité de surveiller les flux. Voilà. Il faut savoir que si la data n'arrive pas, finalement, si le flux est construit, mais que le flux se casse, ça peut être problématique pour les outils d'IA derrière. Donc, évidemment, tous les volets épidémiologiques sont majeurs hein, dans tous les projets. Le but, c'est vraiment de faire de l'épidémiologie. Et là, désormais, on travaille beaucoup sur les scripts prédictifs, donc tout ce qui est IA. On est vraiment en train de travailler à automatiser les scripts d'IA, mais c'est une forme de mise en production de ces scripts qui, en général, restent sur le bureau des data scientists. Parfois, effectivement, sont peu pertinents, ça on l'a vu, mais on travaille sur des modèles assez simples finalement, et on a envie de les mettre à disposition le plus rapidement possible à travers des tableaux de bord qui pourront bien sûr être actualisés et évoluer. Voilà. Et perspectives, donc, du coup, je vous les ai mentionnés. Donc, c'est les différents outils d'IA, soit pour les clusters, soit pour l'autocorrélation spatiale. On va consolider nos connaissances aussi en géodata. Ça, c'est en analyse statistique épidémiologique en géodata, c'est sûr. Mais également, on veut étendre le périmètre d'inclusion des données. Donc, on a parlé de la PHP et d'AirParif qui ont un partenariat en cours, de Green Data Health, du Green Data Hub qui arrive. Les données professionnelles, ce serait vraiment intéressant de les avoir. Je sais que certains projets ont réussi, de par la France, il y a certains projets qui ont réussi à avoir accès aux données professionnelles de la CNAM. Je pense que ce serait pertinent, parce qu'on peut avoir accès aux établissements de santé, de polluants, donc on peut faire quelque chose d'assez intéressant. Et enfin, on voudrait uniformiser éventuellement des données agrégées et partager finalement ces données agrégées, si, dans un certain cadre bien sûr de recherche, avec différents partenaires cliniques. Là, je cite Curie, l'IGA, mais d'autres aussi. Alors, je remercie, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, je remercie les différents partenaires. C'est vraiment un projet qui inclut énormément de monde.
Pour la partie géocodage, je remercie Rémi Rouget qui est maintenant au siège et qui nous a beaucoup aidé. Les équipes de Lormaillan pour tout le soutien opérationnel sur le projet, que ce soit pour le géocodage, pour l'ARS, mais également pour GeoCancer à venir. Les différents partenaires importants finalement qui nous ont soutenus là-dessus. Alors Epidemium, je vais pas citer, mais Nvidia, Kinetica, qui nous ont vraiment aidés pour qu'on puisse faire quelque chose de cohérent et surtout de robuste et qui sur le long terme pourra apporter en épidémio et en géodata à la PHP. Merci.